Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'Écho sur France 24. Mon invité Agnès Benassi-Kéré, elle est présidente déléguée du CAE, le Conseil d'analyse économique. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors vous venez de sortir une note qui finalement souhaite un approfondissement de la zone euro, Agnès Benassi-Kéré. Et avant de revenir sur vos propositions, on a vu que la livre sterling a dévissé au moment justement de l'annonce de Boris Johnson, le maire de Londres, qui s'engage lui pour le Brexit. Quelle pourrait être justement la conséquence sur la livre, sur la monnaie britannique d'une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne? Alors, une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ça signifie quand même pour le Royaume-Uni un affaiblissement, probablement, pour différentes raisons. De sa monnaie? Un affaiblissement de l'économie britannique et donc par voie de conséquence aussi de la monnaie, puisque la monnaie et la santé de l'économie sont assez intimement liées, au moins dans le moyen long terme. Pourquoi un affaiblissement de l'économie britannique? Un élément essentiel, ce sont les investissements étrangers. Le Royaume-Uni, c'était un peu une tête de pont dans l'Union européenne pour des entreprises multinationales qui s'établissent soit en Irlande, soit au Royaume-Uni, qui est quand même plus proche du continent, pour ensuite servir l'ensemble du marché unique. Et ces liens avec l'Union européenne comptent justement dans l'intérêt de ces investisseurs qui vont s'installer oui, être au cœur de l'Union européenne, c'est quelque chose qui compte. Alors on ne sait pas exactement dans quelle mesure ça compte. Il y aurait une période d'incertitude au moins qui s'installerait avant que le Royaume-Uni donc négocie des accords. Il faudra que le Royaume-Uni négocie. On n'imagine pas que le Royaume-Uni soit plus en libre-échange avec l'Union européenne. Et pour nous, Français, c'est très important. Il faut toujours rappeler que le Royaume-Uni, c'est un client qui est plus important que les États-Unis. Pour la France? Pour la France. 7% de nos exportations, et nous sommes excédentaires par rapport aux Britanniques. Donc nous n'avons pas du tout intérêt à ce que l'économie britannique s'effondre. Et nous, à court terme, il pourrait y avoir une fuite des capitaux, c'est ce que vous dites, une fuite des investisseurs. Une fuite des investisseurs qui se relocalisent dans l'Union européenne, dans le marché unique. On peut aussi imaginer que, les Britanniques, à force de ne pas vouloir avoir des afflux de migrants d'autres pays de l'Union européenne, finissent par effectivement ne plus en avoir. Or, ils ont beaucoup soutenu l'économie britannique sur les dernières années. Les migrants polonais au Royaume-Uni ont soutenu l'économie britannique et les finances publiques britanniques, ce qu'on a tendance à oublier. Dans quelle mesure? Dans la mesure où ils contribuent davantage qu'ils ne reçoivent. On parle toujours des transferts sociaux. Mais en fait, c'est quand même des travailleurs qui migrent au Royaume-Uni, donc ils travaillent et donc ils cotisent. Donc la fin de l'immigration pour avoir un coût, finalement. Un coût, bien sûr, pour l'économie britannique. Alors après, il y a la question de la City, de la finance britannique. Et là, ils sont divisés. Vous avez des hedge funds qui sont pour le Brexit, d'autres qui, au contraire, comme le patron des HSBC, lui, qui est favorable à ce que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne. Alors justement, quel impact sur la City, véritablement? Alors pour la City, ça dépend un peu de l'accord que le Royaume-Uni conclut avec l'Union européenne, mais dans tous les cas, c'est assez négatif. C'est-à-dire, dans tous les cas, les Britanniques devront faire avec des standards de surveillance, de régulation financière qui ne seront pas les leurs. Et donc, en Norvège, on a un accord de libre-échange. Bien sûr, la Norvège fait partie de l'espace économique européen et donc peut donc a libre accès au marché, y compris pour la finance, mais n'a pas la liberté de conclure des accords commerciaux avec des pays tiers, comme la Chine, le Brésil ou autres. La Suisse a accès aussi au marché européen, a la liberté de conclure des accords commerciaux avec des pays tiers, mais n'a pas le passeport financier européen, ce qui est quelque chose qui serait très ennuyeux pour le Royaume-Uni. Les banques suisses, de ne plus l'avoir. Les banques suisses ne peuvent pas servir l'ensemble du marché unique avec des services financiers sans avoir une implantation. Et donc ça nuit beaucoup à la finance suisse. Donc certainement, les Britanniques ne voudront pas suivre cette voie-là. Donc on ne sait pas trop quelle est la voie qui va leur permettre de garder un accès privilégié au marché unique financier dans l'hypothèse d'un Brexit. En tout cas, de fortes incertitudes quand on pense justement à ce Brexit. Alors l'accord obtenu par David Cameron, lui évidemment a dit que c'était une victoire politique, mais est-ce que c'est une mascarade ou au contraire est-ce que c'est la porte ouverte à d'autres types de négociations avec d'autres pays, ce que dit par exemple Sylvie Goulard, députée européenne? Oui, alors plus profondément, on peut se poser la question, est-ce qu'il vaut mieux, quel est le pire? Un Brexit, avec toutes les incertitudes que ça comporte, c'est un gros tremblement de terre pour l'Union européenne,
ou bien un accord qui est quand même un accord qui va rendre plus complexe encore la gouvernance de l'Union européenne. Parce qu'en fait, David Cameron veut simplifier, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il complexifie. Vous faites rentrer les parlements nationaux qui peuvent bloquer une directive européenne, ça va quand même complexifier. Avec des conditions précises tout de même. Avec des conditions précises, mais enfin quand même, l'Union européenne est gouvernée par un Conseil européen et par un Parlement européen qui vote les directives. Maintenant, vous faites rentrer les parlements nationaux qui peuvent éventuellement bloquer un projet de directive, ça change la nature de la démocratie européenne. Il y a d'autres sujets sur lesquels, il complexifie. Quand il propose sur les migrants étrangers, le fait de pouvoir avoir éventuellement un frein, ce qu'ils appellent un frein aux allocations familiales quand il y a des migrants de l'Union européenne, ça c'est une incertitude très grande qui va s'instaurer en Europe. Ça opacifie le fait que le Royaume-Uni ait un traitement différent des autres. Et d'autres pays vont pouvoir négocier ce type de baisse d'allocation. Le Royaume-Uni ait une régulation qui éventuellement puisse différer pour les banques de la zone euro, ça aussi, ça complexifie. C'est pas déjà le cas sur les banques face à la zone euro? Alors, on est un peu dans le non-dit. Il y a eu des choses, mais par exemple, ce qui met hors d'eux les Britanniques, c'est qu'ils ont été mis en minorité sur la question des bonus, puisqu'ils ne voulaient pas appliquer les directives européennes sur les bonus, et ils ont été obligés de le faire. En réalité, les Britanniques sont protégés par la Cour de justice européenne et de manière assez efficace. Il y a eu un cas récemment où il a été question de déménager des chambres de compensation de Londres vers la zone euro, ce que aurait voulu la BCE pour mieux surveiller. Et les Britanniques ont demandé à la Cour de justice européenne ce qu'elle en pensait, et ils ont eu gain de cause, c'est-à-dire que c'était une infraction aux règles du marché unique. Donc on voit qu'ils sont bien protégés, en fait. Ils sont bien protégés. Souveraineté, c'est ce que vous dites malgré tout. Ils sont bien protégés. Donc tout ça, si vous voulez, c'est un peu triste parce que on a passé beaucoup d'énergie à ça et pas à des crises plus importantes que celle-là. Ça, c'est une crise complètement politique, complètement homemade, si vous voulez. On passe beaucoup de temps à ça. On aboutit à un accord qui, pour les Européens qui comprennent, est assez inquiétant. Et pour les Européens qui ne comprennent pas, de toute façon, c'est un non-sujet. Le référendum ne va pas se jouer là-dessus. Donc, le bilan de tout ça n'est pas très positif. Alors, comment sauver l'Europe? C'est vraiment la question qui nous vient lorsqu'on voit justement cet euroscepticisme, toute cette question du Brexit. Et alors, à vous lire et à lire donc la note du Conseil d'analyse économique, vous proposez, vous, plus d'intégration. Vous faites partie des fédéralistes, on peut le dire. Enfin, en tout cas, plus d'intégration, en tout cas budgétaire. Vous dites qu'on pourrait mettre en place un budget fédéral dans les pays de la zone euro. Alors, quels seraient les avantages d'un budget fédéral et est-ce qu'on le ferait à 19? Alors déjà, il faut voir pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un budget fédéral ou en tout cas d'une politique budgétaire unifiée de la zone euro. On n'en a pas forcément besoin tout le temps, mais dans des périodes de grande crise, on voit que la Banque centrale européenne n'arrive pas à atteindre ses objectifs, qui sont une inflation proche de 2%. On est très en dessous depuis longtemps. Et donc, il y aurait besoin d'un complément à cette politique monétaire. Et d'ailleurs, Mario Draghi a appelé au secours lors d'un célèbre discours à Jackson Hole. Et donc, l'idée, c'est d'avoir un budget fédéral ou une politique fédérale, disons, qui renforce l'effet de la politique monétaire dans certaines circonstances. Il y a plusieurs manières de le faire. Déjà, il est piloté par un comité. Alors voilà, donc il y a plusieurs manières de le faire. Il y a une manière très fédérale, si vous voulez, de faire un vrai budget fédéral, ce qui suppose des changements institutionnels importants. De notre point de vue, ce n'est pas forcément le plus urgent. Pourquoi? Parce que ce dont on a besoin, c'est vraiment de la stabilisation, c'est-à-dire qu'en période de crise, on ait un budget qui soutienne l'activité, et en période de rebond, eh bien, c'est le moment de rembourser ses dettes et d'accumuler des excédents pour la crise suivante. Donc c'est surtout de ça dont on a besoin au niveau de la zone euro. Je ne parle pas de l'Union européenne ou de Schengen où on aurait besoin. Donc ça veut dire dépenses d'un côté et ressources de l'autre. Alors, donc ça, c'est une manière de faire, qui est la manière de faire dans des unions fédérales. Comme aux États-Unis, par exemple. Ça paraît quand même très hors d'atteinte. Et donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'on peut avoir quelque chose de plus modeste, mais qui fonctionne bien. Et qui introduisent une dimension sociale dans la zone euro, qui fait vraiment défaut. L'Europe sociale, c'est quand même un peu une coquille vide. Et donc, attachée à l'assurance chômage.
en disant, eh bien, quand il y a un gros choc, quand un pays comme par exemple l'Espagne subit une énorme hausse de son taux de chômage, eh bien, comme aux États-Unis, le niveau fédéral va venir compléter l'assurance chômage nationale. Compléter comment? En allongeant la période d'indemnisation. Parce qu'on voit bien que... C'est une dépense supplémentaire d'un budget. Voilà, et donc ça veut dire que quand l'économie rebondit en Espagne, eh bien l'Espagne va contribuer à ce budget. En raccourcissant les périodes d'indemnisation. Et sur les ressources d'un tel budget, alors, ce sont des contributions. Ça voudrait dire partager, si vous voulez, l'assurance chômage de chaque pays en une partie fédérale et une partie nationale. Et la partie fédérale prendra en charge les coûts d'accordéon quand il y a une grosse crise dans un pays. Ce qui stabiliserait le revenu des personnes indemnisées. Et permettrait aussi donc de ralentir la chute de l'activité et puis serait un élément de solidarité. Alors il y a une autre manière de faire une sorte de politique budgétaire unifiée, c'est en mimant un budget fédéral. C'est-à-dire on fait comme si. Donc chaque pays... Simplement, on coordonne mieux et on coordonne. Alors l'historique de la coordination n'a pas fait depuis est assez négatif. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'en période exceptionnelle, c'est pas les gouvernements qui doivent dire si on est en période exceptionnelle. Il faut voir comment on détermine si on est en période exceptionnelle. Eh bien, on a besoin de cette coordination. On a besoin si vous voulez, aujourd'hui, la politique budgétaire dans la zone euro, c'est l'addition des décisions nationales, avec le pacte de stabilité qui est plus ou moins bien respecté. Ça ne fonctionne pas, c'est un petit peu la politique du cavalier seul. On fait l'addition, on dit voilà ce que ça donne au niveau agrégé de la zone euro. Ça ne convient pas, tant pis, parce que c'est ça qui résulte des processus nationaux. Donc nous, ce qu'on dit, c'est qu'en période exceptionnelle, il faudrait partir du haut, partir de la zone euro dans son ensemble. Aujourd'hui, la zone euro souffre d'un déficit de demande. On le voit pourquoi. On voit que les prix sont extrêmement stables, qu'on est tout proche de la déflation. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de demande par rapport à l'offre. Pas assez d'investissement. Pas assez d'investissement. Et on voit aussi que le solde extérieur de la zone euro est excédentaire. Il y a plus d'exportation que d'importation. Et en fait, ça veut dire qu'il y a trop d'épargne en agrégé dans toute la zone euro. Elle est mal répartie entre les pays. Mais en agrégé, il y en a trop. Et donc, on voit qu'on a un déficit de demande et qu'une grosse partie du chômage est due, en réalité, à ce déficit de demande. Et un budget fédéral pourrait, vous pensez, être une piste pour résoudre ce type de déficit de demande, pour faire face au choc économique? Alors, ce qu'on voit dans les pays fédéraux, là, franchement fédéraux, comme les États-Unis, le Canada, la Suisse, c'est que c'est le budget fédéral qui prend en charge cette stabilisation économique, c'est-à-dire le fait de soutenir l'activité en période de creux. Oui, donc il faut un budget fédéral pour sauver la zone euro aujourd'hui. Alors, un budget fédéral ou quelque chose qui ressemble, en tout cas qui permette de compléter la monnaie unique. Merci beaucoup Agnès Benassi-Kéré d'avoir été mon invitée. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.